Bonjour, bonjour, cette petite vidéo pour vous donner la correction du DM. Alors la première question, quelle grandeur est représentée ici? Eh bien ici sur cette carte, c'est l'altitude ou la hauteur qui est représentée sur cette carte en relief. Quelle grandeur est représentée sur ce deuxième document? Mais il suffit de lire en fait, document 2, température de surface des eaux océaniques. La grandeur, c'est donc la température. C'est pas, faut pas me donner l'unité en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Ce qu'on demande, c'est la grandeur, c'est pas l'unité. Donc la température. Quelle grandeur est représentée ici? Prévision de vent, on lit. Et puis on a une petite indication en haut à gauche, ce sont des mètres par seconde. La grandeur qui est représentée ici, c'est bien la vitesse du vent. Alors je tolère la force du vent aussi. Et sur cette diapo, quelle grandeur est représentée? Alors c'est écrit force pressante, donc les vecteurs représentent bien des forces. Et puis on a une indication supplémentaire avec l'unité, on vous donne une échelle, 1 cm pour 10 décanewtons, donc en newton c'est bien une force. Donc la grandeur représentée c'est la force. Quelles informations supplémentaires apporte cette représentation en flèche? Quand il y a des vecteurs, ça nous donne la direction et le sens. Donc c'est deux indications supplémentaires. Expliquer pourquoi certaines grandeurs ne peuvent pas être représentées par des flèches. Eh bien tout simplement parce que certaines grandeurs sont des grandeurs scalaires. Donc ce sont juste des valeurs numériques. Il n'y a pas lieu de les représenter par des vecteurs parce qu'une direction ou un sens ne signifie rien du point de vue physique. Quel document représente un champ scalaire? Eh bien les deux premiers représentent un champ scalaire. Et ceux qui représentent un champ vectoriel, c'est là où il y a les flèches. Donc les deux suivants, les documents 3 et 4. Sur les champs scalaires, alors ici on a une carte isobarique, donc on a des isobars. Qu'est-ce que ça veut dire une courbe isobar? Iso ça veut dire même, bar c'est la pression. Donc en fait les courbes isobars c'est des courbes qui relient des points de même pression. Quelle est la valeur de la pression la plus faible sur cette carte? Alors la pression la plus faible indiquée c'est 980 et ça se mesure en hectopascal. C'était pas spécifié sur la carte, mais habituellement ce sont des hectopascals. Donc 980. Que vaut la différence de pression entre deux courbes isobars? Et bien on regarde deux courbes consécutives et puis on voit que ça va de 5 en 5. Donc 5 hectopascales de différence entre deux courbes isobars consécutives. Que valait la pression à Liévin ce jour-là? Alors Liévin se trouve entre deux isobars, entre l'isobar 1015 et l'isobar 1020, donc ça sera entre ces deux valeurs-là. On ne sait pas exactement combien, parce qu'on n'a pas la précision suffisante pour affirmer que ça sera 2018 ou 2019, donc on va juste dire entre 1015 et 1020 hectopascales. Pour les champs vectoriels, cette carte représente-t-elle un champ vectoriel et pourquoi? C'est pas un champ vectoriel parce qu'on ne voit pas de vecteur, donc il n'y a aucun vecteur qui apparaît. Ici, on a un champ vectoriel, et dans quelle région de France les vents sont le moins intenses? C'est là où les vecteurs seront les plus petits. Donc on a plusieurs régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la région Centre et la région PACA. On vous donne le champ gravitationnel de la Terre qui vaut 9,81 newtons par kilogramme à Paris. On vous demande de calculer au sommet du Mont Blanc. Donc, il suffit d'exploiter la formule qui était donnée dans la capsule. Petit g égale grand G mt sur RT plus H. Donc H c'est l'altitude, RT c'est le rayon de la Terre. On remplace par les valeurs. On fait attention parce que les distances doivent être exprimées en mètres. Donc la hauteur du Mont Blanc, moi j'ai trouvé 4809 mètres. Et le rayon moyen de la Terre, 6371 km. Alors si on fait ce calcul-là, on trouve à peu près 9,81 newtons par kilogramme. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'écart avec le champ gravitationnel à Paris. C'est à peu près la même chose. Et on vous demande de le calculer maintenant pour Thomas Pesquet qui est dans la Station Spatiale Internationale. Donc on applique la même formule, on remplace juste l'altitude par 375 x 10 puissance 3.
Et donc cette fois-ci, on va trouver un petit peu moins, 8,76, donc le champ gravitationnel diminue au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la Terre. Plus on s'éloigne de la Terre, moins le champ gravitationnel de la Terre sera intense. Dernière question, le point d'équigravité entre la Terre et la Lune. Alors, où est-ce qu'on doit le placer pour que le champ de gravitation soit le même de chaque côté? Que les forces exercées par la Terre et la Lune s'annulent finalement. Alors, on place la Terre, je vais juste la remplacer par un point. Je ne veux pas la dessiner par un cercle, hein, juste un point. Je donne l'explication parce que certains ont trouvé la réponse sur les forums ou sur le net, je ne sais pas où, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait fait le calcul. Donc ça c'est la Terre, ça c'est la Lune. Entre les deux, on trouve une distance de 3,84 10 puissance 8 mètres. Et le point d'équigravité, ben, il doit être un petit peu plus près de la Lune, on suppose, parce que la Lune, elle est une masse plus petite que la Terre. Donc le point d'équigravité, il doit se trouver à peu près là. Et on va appliquer la formule du champ gravitationnel d'après ce schéma-là. Alors, à la place de mettre rayon de la Terre plus altitude, je vais juste mettre la distance entre T et E. La distance entre le centre de la Terre et le point d'équigravité. Donc ça, c'est le champ gravitationnel pour la Terre. On calcule la même chose pour la Lune. Sur ce schéma, je vais rajouter la distance qu'on cherche, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est la distance entre la Terre et le point d'équigravité. Donc ça, c'est la distance petit d qui est inconnue et qu'on cherche. Si je veux calculer à partir de là la distance entre le point d'équigravité et la Lune, ben on va faire grand D moins petit d. Et donc là, je vais remplacer les distances TE et puis EL par les valeurs en fonction de grand D et petit d. Donc pour la Terre, ça va nous donner grand G mt divisé par petit d au carré. Et pour la Lune, ce sera grand G fois masse de la Lune sur d moins petit d, le tout au carré. Et ces deux valeurs-là doivent être égales. Donc là, on a une équation qu'il faut résoudre. Notre inconnu, c'est petit d. Donc si je reprends cette équation-là, on voit que les grands G s'éliminent. On peut faire les produits en croix. Donc on obtient ça. Et puis à partir de là, on va développer le d moins petit d au carré. Donc ça donne grand D carré moins 2 grand D fois petit d plus d au carré. Identité remarquable. Et si on développe encore, on arrive à cette équation du second degré. J'ai mis en jaune l'inconnu petit d. Et donc si on a une équation du second degré, on va trouver, en remplaçant par les valeurs, on va trouver deux racines. La première racine qui vaut 3,4 10 puissance 8 mètres, et puis la deuxième racine qui vaut 4,4 10 puissance 8 mètres. Alors cette deuxième racine, elle n'a aucune signification du point de vue physique, parce que c'est au-delà de la distance Terre-Lune. Donc en fait, ce qu'on va garder, c'est seulement la première, la distance D1, à peu près 3,4 fois 10 puissance 8 mètres, entre la Terre et la Lune.